Les JO de Paris vont être les pires Jeux Olympiques de l'histoire. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue une bonne dizaine de fois ces dernières semaines et pour cause, des scandales et des polémiques autour de ces Jeux, il y en a franchement eu pas mal ces derniers temps. Entre le programme de dépollution de la Seine qui a coûté près d'1,4 milliard d'euros et qui n'a pas vraiment convaincu, la hausse exorbitante du prix des transports en commun parisiens pendant la période des Jeux, la construction du centre aquatique de Saint-Denis qui a coûté 175 millions d'euros, tout ça pour ne même pas être pleinement utilisé car trop petite, ou encore la réquisition de logements étudiants pour les Jeux avec 100 € et 2 places pour les JO en dédommagement pour leurs occupants. Ouais, des scandales concernant les JO, on en a vu passer des dizaines alors que la compétition n'a même pas encore officiellement commencé. La France a eu énormément de mal à organiser ces Jeux entre retard et polémique, une situation qui a pas mal inquiété Karen Bass, la maire de Los Angeles, ville qui accueillera les Jeux de 2028. En voyant cette vague de scandales et de haine qui ne cesse de prendre de l'ampleur au sujet de l'organisation des JO de Paris, je me suis demandé quels étaient les pires scandales de l'histoire des Jeux Olympiques, toutes éditions confondues. Des éditions des Jeux Olympiques, il y en a eu plus d'une cinquantaine en près de 130 ans, et certaines d'entre elles ont été visées par des polémiques extrêmement sérieuses et dévastatrices qui ont considérablement ruiné la réputation de leur pays hôte. Laissez-moi vous faire découvrir à travers cette vidéo les pires scandales de l'histoire des Jeux Olympiques. Préparez-vous car certains faits sont franchement lunaires. J'espère vraiment qu'on n'aura pas affaire à des scandales similaires pour les Jeux de Paris, croyez-moi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère le préciser, je fais pas cette vidéo dans le but de salir la réputation des JO. Personnellement, j'ai toujours suivi les Jeux depuis petit et je compte bien réaliser des vidéos mettant plus en valeur leur aspect positif, mais tout n'est pas tout rose et je trouve qu'il est important de parler aussi du négatif quand il y en a. Commençons cette vidéo avec une édition considérée par beaucoup comme l'une des plus controversées de l'histoire des Jeux Olympiques. Revenons en 2014 et parlons des très controversés Jeux Olympiques de Sotchi. Les JO d'hiver de 2014 se sont tenus à Sotchi, une ville balnéaire située sur la mer Noire en Russie, du 7 au 23 février 2014. Au programme, une quinzaine de sports d'hiver comme le biathlon, le ski de fond, le patinage artistique, le snowboard, le hockey sur glace et j'en passe. Plus d'1 million de spectateurs et 2800 athlètes venant des 4 coins du monde étaient attendus. Il fallait que la Russie investisse gros pour développer des infrastructures à la pointe de la technologie pour accueillir tout ce beau monde. Pour cela, le gouvernement russe avait initialement prévu de débloquer 9 milliards d'euros. Et sans trop vous spoil, ils ont littéralement explosé ce budget. Pour vous donner une petite idée, en additionnant avec l'inflation les coûts de toutes les éditions des Jeux Olympiques d'hiver organisées de 1924 à 2010, on tombe sur un résultat approximant les 35 milliards d'euros. Une somme inférieure au coût total des Jeux Olympiques de Sotchi qui ont finalement coûté la coquette somme de 40 milliards d'euros. Environ 4 fois plus que les estimations de base fixées par la Russie qui étaient de 9 milliards je vous le rappelle. Économiquement, ces jeux ont été un gouffre financier sans nom, mais en même temps, faut dire que la ville de Sotchi était clairement pas équipée. Il a littéralement fallu tout construire à partir de zéro. Les stades, les hôtels, les routes, l'aéroport, les coûts liés à un tel développement étaient énormes. Par exemple, la construction de la route et du chemin de fer reliant Sotchi à la ville de Krasnaya Poliana où y étaient organisées certaines épreuves des JO a coûté à elle seule environ 9 milliards de dollars. Ils ont fumé leur budget initial sur une seule route, donc vous vous doutez bien que derrière les Russes ils étaient pas vraiment ravis quoi. Quand on voit les images satellites de la ville de Sotchi avant et après les Jeux, on comprend vite pourquoi ils ont coûté aussi cher. Avant 2010, il n'y avait pas grand chose quoi. En fait, la Russie a surtout profité de l'occasion pour redynamiser cette ville et la plupart du budget était pas forcément directement nécessaire à l'organisation des JO, mais quand même, cette hausse de prix colossale avait attisé la colère d'un grand nombre de Russes, surtout quand on voit ces photos prises 6 mois après les Jeux. On y voit des routes entièrement vides, des parkings déserts et des déchets jonchant un peu partout. Sotchi était alors décrite comme une ville fantôme. C'est malheureusement le sort d'un grand nombre d'infrastructures initialement construites pour les JO partout dans le monde. Je pourrais par exemple citer le bassin de natation utilisé pour les Jeux de Rio de Janeiro 2016, qui a été laissé à l'abandon quelques mois après les Jeux, ou encore l'état actuel des infrastructures qui ont été construites à Athènes à l'occasion des Jeux de 2004. Ce qui pose problème, c'est qu'une fois l'événement passé, les infrastructures sont toujours là, mais pas les financements nécessaires pour les maintenir en bon état. Rien que l'aspect économique de ces jeux ont vraiment fait grincer des dents, mais croyez-moi, les polémiques au sujet de cette édition ne se sont pas arrêtées là. Niveau main d'œuvre, pour faire en sorte de boucler les travaux à temps, les autorités ont dû faire appel à de la main d'œuvre extérieure. Mais vous me voyez venir, leurs conditions de travail ont été vivement critiquées par plusieurs ONG notamment. Dans un rapport de Human Rights Watch, plus de 66 travailleurs migrants ont déclaré avoir été soumis à diverses formes d'abus et d'exploitation, comme le paiement partiel des salaires ou encore la confiscation de documents d'identité comme leur passeport ou leur permis de travail. La très grande majorité des travailleurs interrogés faisaient des cycles de travail de 12 heures, 7 jours par semaine, tout ça pour environ 2 $ de l'heure et un salaire moyen avoisinant les 500 $ par mois. Et encore, je vous ai même pas parlé des problèmes de logement constatés par l'ONG.
Par exemple, jusqu'à 200 personnes pouvaient être entassées dans une petite maison. Maintenant, parlons sécurité, et clairement c'était extrêmement tendu. À 6 semaines des jeux, un double attentat à la bombe a eu lieu le 29 et le 30 décembre 2013, faisant en tout 33 morts et des dizaines de blessés dans la ville de Volgograd, située à seulement 700 km de Sochi. Après ces attaques, un grand climat d'inquiétude s'est installé dans la ville. Les touristes qui avaient pris leur billet se sont mis à paniquer, et ça peut se comprendre. La sécurité de l'événement a vivement été pointée du doigt, mais du côté des organisateurs, le discours était très clair. Le président du comité d'organisation des JO a déclaré juste avant les Jeux que Sochi en tant que ville était à ce moment-là l'endroit le plus sûr de la planète. Rien que ça. Niveau politique, c'était aussi très tendu. À cette époque, les mouvements contestataires en Ukraine étaient de plus en plus forts. On était à quelques semaines seulement de l'annexion de la Crimée par les Russes. Avec la Géorgie, les relations étaient plus que tumultueuses après la guerre russo-géorgienne de 2008. Beaucoup voyaient l'organisation de ces jeux d'un mauvais œil à cause de ces nombreux conflits. Certains ont appelé au boycott et de grandes personnalités politiques ont suivi le mouvement, comme le ministre des Affaires étrangères tchèque Karel Schwarzenberg, qui a notamment déclaré « Je trouve qu'organiser une fête de la paix et du sport dans le voisinage immédiat d'un lieu où l'on a massacré et mené une guerre d'agression est une idée étrange. » Bon, on va pas se mentir, ça sentait pas bon d'avance. Entre les coûts, les conditions de travail, la situation géopolitique et les inquiétudes quant à la sécurité de l'événement, la compétition n'avait même pas encore démarré, qu'elle était déjà vivement critiquée. Mais le pire restait clairement à venir. Le scandale qui a de loin fait le plus de bruit au sujet de ces JO a été bien plus dévastateur que toutes les précédentes polémiques que je viens de vous présenter. Accrochez-vous parce que c'est vraiment une dinguerie. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le dopage, c'est une pratique malheureusement très courante dans le sport professionnel. De nombreux athlètes de haut niveau se dopent pour améliorer leur performance et obtenir un avantage compétitif, mais officiellement, cette pratique est formellement interdite dans le règlement des Jeux Olympiques, et pour cause, c'est une pratique qui rentre en contradiction avec les valeurs intrinsèques du sport et qui expose les athlètes à de sérieux risques pour leur santé. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur le sujet des pires cas de dopage dans le sport si ça vous intéresse. Bon, des affaires de dopage dans le sport et lors des Jeux Olympiques, il y en a eu des tonnes, mais sur ce sujet, la palme d'or du plus grand scandale de l'histoire des JO revient à la Russie et à ses Jeux de 2014. Vous allez très vite comprendre pourquoi cette affaire en particulier a fait autant de bruit à l'international. Imaginez un programme de dopage directement soutenu par l'État, impliquant des athlètes, des entraîneurs, des médecins, des officiels et des membres des services secrets, le tout dans le secret le plus total. Cette phrase est digne d'une théorie du complot, mais c'est bien ce qui a été reproché à la Russie lors de ces jeux. La Russie avait élaboré un système de dopage d'État sécurisé. Tous les officiels, les athlètes et les entraîneurs étaient au courant et le but était clair. Faire rayonner les athlètes russes en les dopant pour booster leur performance et pour écraser la concurrence. Bon, faut savoir que 4 ans plus tôt, en 2010, à l'occasion des Jeux de Vancouver, les performances de la Russie ont été très décevantes. Elle n'a réussi à se placer qu'en 11e position cette année-là, avec une quinzaine de médailles remportées dont 7 de bronze et seulement 3 dorées. Ces Jeux ont été vécus comme une humiliation à l'échelle internationale pour le gouvernement russe qui désormais n'avait plus qu'une seule idée en tête: redorer leur image. Le rêve venu alors, cette idée folle: élaborer un programme de dopage top secret à l'échelle nationale. Pendant un temps, la stratégie a extrêmement bien fonctionné. Lors de ces fameux jeux, les Russes sont ressortis non pas avec 15 mais avec 30 médailles dont une dizaine dorées. Ils ont littéralement roulé sur la concurrence cette année-là, mais ce que vous vous demandez sûrement, c'est comment ils ne se sont pas fait détecter au test antidopage pourtant réalisé par un organisme indépendant qui n'était pas de mèche. Franchement, leur plan était digne d'un film d'action. C'était tout un vaste programme de dopage avec comme objectif principal d'échanger les échantillons d'urine sale des athlètes russes, à savoir ceux contenant des substances dopantes, avec des échantillons propres, sans trace de substances illicites. Cette manipulation s'effectuait dans un laboratoire sécurisé où les échantillons étaient discrètement échangés à travers un petit trou dans le mur surnommé le trou de la souris. Un agent du FSB sous couverture était présent pour superviser les opérations. Il avait réussi à s'introduire au sein du laboratoire d'analyse de l'organisme indépendant antidopage en se faisant passer pour un simple membre du personnel. Et en plus de ça, les autorités russes ont réussi à trouver une technique pour ouvrir et refermer les échantillons scellés sans laisser de traces. Ouais, parce que normalement, ces flacons qui contenaient les urines des athlètes étaient censés être inviolables. Sur le papier, il était impossible de les ouvrir sans laisser de traces. Mais ça, c'était sans compter l'ingéniosité des services secrets russes qui ont trouvé le moyen de les ouvrir pour dissimuler les preuves, le tout en restant incognito. Je vais pas rentrer dans les détails trop techniques et complexes, mais pour vulgariser, la plupart des échantillons présentant des traces de dopage ont été détruits et remplacés dans le plus grand des secrets.
Ils ont pris l'expression plus c'est gros, plus ça passe au pied de la lettre. Mais résultat des courses, ils se sont fait choper parce que clairement c'était trop gros quoi. Dans les semaines et les mois qui ont suivi les JO de Sochi, la quasi-totalité des fédérations sportives impliquées dans les Jeux ont pointé du doigt la Russie pour cause d'échantillons positifs manquants. Pendant plus de 2 ans, des enquêtes de grande envergure ont été menées, leur but étant de comprendre ce qui se cachait derrière ces disparitions alarmantes et inexpliquées d'échantillons, et plus les recherches avançaient, plus les détectives se rendaient compte de l'ampleur de la supercherie. En 2016, un rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage au sujet du large plan de dopage a été publié, le rapport McLaren, et sa publication a fait l'effet d'une bombe. Pour faire simple, il y est révélé que le programme de dopage parrainé par l'État en Russie a impliqué plus de 1000 athlètes de divers sports, y compris ceux des Jeux Olympiques de Sochi et de Londres de 2012. Ouais, ça faisait déjà bien longtemps que la fraude était en place, rendez-vous compte. Le rapport décrit comment la Russie a falsifié les tests des athlètes de 2011 à 2015. Comme je vous le disais plus tôt, on parle de méthodes telles que l'ouverture et la fermeture de bouteilles scellées et le remplacement d'échantillons contenant des urines contaminées par des tests propres. Toute cette fraude était en partie dirigée par le ministère des Sports russe avec la collaboration active de la Russada, qui est l'agence antidopage russe. Ah, quand je vous disais qu'ils ont été loin, ils ont été vraiment loin pour le coup. À la suite du rapport McLaren, un grand nombre de sanctions ont été imposées à la Russie. Le pays s'est vu retirer le droit d'accueillir des événements sportifs majeurs pendant plusieurs années, une quarantaine de médailles ont été retirées à la Russie, et les athlètes russes ont été suspendus des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016. Ce dernier point me permet de faire une parfaite transition vers le prochain sujet que j'ai à vous présenter. Parlons-en de ces Jeux de Rio. Croyez-moi, cette édition a elle aussi été un bourbier colossal en termes d'organisation, vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, parlons rapidement du contexte politique du Brésil à quelques semaines des Jeux. Sans trop vous spoil, l'ambiance était pas folle. En mai 2016, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a été suspendue de ses fonctions à la suite d'une lourde procédure de destitution pour des accusations de manipulation de comptes publics. Et la présidente a fini par être destituée en août 2016, quelques jours seulement après la fin des Jeux Olympiques. Le climat était extrêmement tendu à cette époque, politiquement parlant. Les Brésiliens étaient descendus par millions dans les rues pour protester. Clairement, l'heure n'était pas au sport et à la fête. Socialement parlant, ça allait pas vraiment fort non plus. Le Brésil était en pleine récession économique, son PIB connaissait une chute vertigineuse qui a entraîné une forte augmentation du chômage et de l'inflation. Les Brésiliens ne trouvaient plus de travail, certains ont sombré dans la pauvreté. C'était pas vraiment le meilleur moment pour organiser des Jeux Olympiques. Toujours niveau social, la criminalité au Brésil avait atteint son pic à cette période avec une moyenne de 30 décès violents intentionnels pour 100 000 habitants. Au sein des favelas, les quartiers les plus pauvres de la ville, c'était la misère entre criminalité et pauvreté. Et pour ne pas arranger les choses, certains de ces bidonvilles empêchaient le gouvernement de construire les stades. Ils ont donc dû être évacués, et non sans violence. Civils comme policiers ont été tués par dizaines pendant cette période. C'était le chaos. Pour le gouvernement, c'était une manière de pacifier ces zones sensibles avant de braquer les caméras du monde entier sur leur pays. Ouais, politiquement, économiquement et socialement, c'était le bordel entre le taux élevé de criminalité, la chute du PIB et du pouvoir d'achat, la procédure de destitution de la présidente et la violente répression dans les favelas. Mais ce n'est pas tout. Faut savoir que pour ces Jeux, la ville de Rio a dépensé près de 11 milliards d'euros, une somme colossale pour un pays frappé par une crise économique d'une telle violence. Et pour ne pas arranger les choses, la ville a été très vite pointée du doigt sur un grand nombre de points. À 100 jours de l'événement, certaines infrastructures étaient loin d'être finalisées, et pour que l'ensemble des stades, des moyens de transport et des villages olympiques soient prêts dans les temps, il a fallu accélérer le rythme, et ce, au détriment de la santé des travailleurs. Le 25 avril, l'inspection du travail de l'État régional de Rio a partagé un rapport plus qu'inquiétant. Ils ont révélé qu'11 ouvriers étaient morts dans les travaux pour les Jeux Olympiques de Rio. Accidents, surmenage, mauvaises conditions de travail, ce rapport a provoqué l'indignation générale. Bon, dans l'intro de cette vidéo, j'ai brièvement cité la polémique autour de la dépollution de la Seine à Paris. Eh bien, sachez que les Jeux de Rio ont aussi été visés par une polémique similaire. En juillet 2015, un an avant le début des Jeux, une enquête de l'Associated Press publiée par le Guardian a révélé que la qualité des eaux de la baie de Guanabara était déplorable. C'est dans ces eaux que les épreuves de voile, de canoë ou encore de natation étaient censées se dérouler. Mais le problème, c'est qu'elles ont rendu malades plusieurs athlètes qui se sont rendus dans la baie pour s'y entraîner. Ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on sait qu'il a été révélé que les taux de pollution constatés dans ces eaux étaient comparables à celui des égouts.
Voilà, l'eau de la baie était insalubre au possible entre la présence abondante de matière fécale humaine, les rejets d'usines et de tankers et la concentration de virus et de bactéries inquiétantes. Le plus dur pour les athlètes, c'était pas de faire de belles perfs, c'était de rester en bonne santé au contact de cette eau. Malgré les promesses initiales de réduire la pollution dans la baie de Guanabara et d'autres sites nautiques, les résultats ont été plus que décevants. Des enquêtes ont révélé que les niveaux de virus et de bactéries dans ces eaux restaient extrêmement élevés malgré un grand projet de dépollution. Et pour ne pas arranger les choses, le Brésil s'était initialement engagé à construire 8 stations d'épuration pour assainir les eaux, mais résultat des courses, seulement une sur les 8 a vu le jour. Bon, je peux pas vous présenter dans les moindres détails chacune des polémiques concernant ces jeux de 2016, mais clôturons ce chapitre sur les JO de Rio avec l'une des plus grosses dingueries au sujet de ces jeux, la corruption. Je vais essayer de vous résumer cette affaire le plus simplement possible. Lui, c'est Carlos Arthur Nuzman, l'ancien président du comité olympique brésilien, et il était profondément impliqué dans un stratagème visant à acheter des votes pour que Rio de Janeiro devienne la ville hôte des Jeux olympiques de 2016. Pour comprendre comment les villes sont sélectionnées pour accueillir les Jeux olympiques, faut savoir que les membres du comité international olympique procèdent par l'organisation d'un vote pour choisir la ville hôte. La ville qui obtient la majorité des voix l'emporte. Selon l'enquête, Nuzman et ses associés auraient soudoyé des membres du CIO pour influencer leur vote en faveur de Rio avec le paiement de millions de dollars en pots de vin. En novembre 2021, Nuzman a été condamné à 30 ans et 11 mois de prison pour corruption, organisation criminelle, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Aux côtés de Nuzman, d'autres figures clés comme l'ancien gouverneur de Rio Sergio Cabral et le directeur de Rio 2016 Leonardo Griner ont eux aussi reçu des peines de prison importantes. Enfin bref, je pourrais littéralement réaliser un format long de plus d'une heure rien que sur l'organisation des Jeux Olympiques de Rio, car clairement il y en a des choses à dire. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres scandales que j'ai pas traités ici au sujet des Jeux Olympiques ou même d'autres compétitions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je les réserverai pour un prochain épisode. J'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. Juste pour vous prévenir, il y aura seulement 2 vidéos pendant ce mois d'août, je vais pas mal me reposer pour attaquer en septembre avec des docus vraiment cool que je vous prépare depuis plusieurs mois maintenant. Par contre, je posterai presque tous les jours sur mon Insta et mon TikTok. Je réalise des formats courts sur différents sports extrêmes là-bas, je vous invite à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochains contenus. Sur cette chaîne, on parle de sport et plus de 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Allez, salut!